Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actualités sociales, la dernière édition de l'année 2023, au cours de laquelle, bien évidemment, nous reviendrons sur quelques sujets qui nous seront utiles ou qui apparaîtront dès le début de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, je vais vous proposer de laisser encore quelques petites minutes pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques. D'autant plus que de mois en mois, nous battons des records d'inscription. Donc vous êtes pour cette fin d'année très nombreuses et nombreux à souhaiter participer à cet événement mensuel, rendez-vous plus qu'événement d'ailleurs, hein, récurrent. Nous allons permettre bien évidemment de faciliter la connexion à ceux qui souhaitent nous rejoindre en leur accordant deux, trois petites minutes encore et nous pourrons par la suite entamer nos échanges. Je vous en remercie. À la 9h30, la jauge des connexions progresse à la hausse, bien évidemment. Voilà. Encore une petite minute, nous pourrons débuter notre présentation. Bien, 9h32, nous allons pouvoir engager notre présentation de ce jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous mensuel que vous connaissez maintenant depuis un certain temps et auquel vous inscrivez de manière assidue. Un niveau d'inscription qui bat des records ce mois-ci. Donc merci pour votre fidélité, votre confiance dans le travail réalisé par les équipes de veille et support juridique au sein de SD Works. Alors, un mois de décembre, bien évidemment, qui nous engage à nous intéresser sur quelques dispositions qui vont être mises en œuvre très prochainement, qui ont été adoptées ou en cours d'adoption pour certaines d'entre elles. Je pense bien évidemment au PLFSS et PLF, et puis quelques sujets complémentaires. Je vous propose donc à ce titre d'examiner dans un premier temps bien les mesures définitivement adoptées dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale. Nous dirons quelques mots
sur la loi de partage de la valeur, loi qui a transposé un accord qui avait été initialement conclu entre partenaires sociaux. Si vous êtes concerné, nous dirons également quel est désormais et de quelle manière le régime social des salariés en télétravail transfrontalier est déterminé. Un point d'actualité, mais un point d'actualité qui rejoint l'actualité également, qui portera cette fois-ci sur les modalités d'utilisation des restaurants, quelques informations complémentaires, notamment relativement aux chiffres nouveaux que nous aurons à traiter en paye à partir du mois de janvier, une jurisprudence, et puis je vous rappellerai nos formations juridiques et paye auxquelles vous pouvez vous inscrire. Alors, principaux amendements, hein, le projet de loi de financement de sécurité sociale a été définitivement adopté par le Parlement. Il y a quand même encore quelques éléments à voir parce qu'il peut y avoir un recours, et néanmoins un recours devant le Conseil constitutionnel. Et puis le PLF, pour le moment, on redira bien évidemment ce que nous avions déjà présenté le mois dernier. Alors, je rappelle ici les mesures principales, je les avais déjà détaillées le mois dernier, donc je ne reviens pas dessus de manière détaillée. Ici, il s'agit plutôt d'un rappel synthétique. Première d'entre elles, de ces mesures, c'est la suppression du délai de carence de 3 jours lorsque la salariée a connu une interruption médicale de grossesse. Donc, les IGSS, jusqu'à présent, sont versés à compter du 4e jour, donc on respecte le délai de 3 jours de carence. Ce délai de 3 jours de carence est supprimé lorsqu'un l'acte est celui d'une interruption médicale de grossesse, qui n'est pas l'interruption volontaire de grossesse, donc on a à distinguer les deux. Enfin, à distinguer les deux, en réalité, à distinguer les deux pour la sécurité sociale. La difficulté qui va être la nôtre, sur laquelle pour l'instant l'administration ne donne aucune direction, aucune clarification, c'est comment puis-je savoir, sans dévoiler bien évidemment le secret médical, et il y a lieu de le conserver en tout état de cause, eh bien, qu'il s'agit d'une interruption médicale de grossesse, de cet acte-là expressément visé et que vous avez sous les yeux, et qui m'oblige bien évidemment à considérer qu'il n'y a pas de délai de carence et que, à ce titre-là, la salariée percevra des IJ. Donc, s'il y a maintien de salaire, bien évidemment, c'est un acte médical, donc pour l'arrêt médical, un arrêt de travail, eh bien que je me dois de déduire, si j'ai un maintien de salaire des premiers jours, je me dois de déduire les IGSS versés au titre de ces 3 premiers jours. Rappelons que la mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2024 et pour tous les actes, tous les arrêts qui ont été établis par le médecin à compter de la date du 1er juillet 2024. Donc on a encore 6 mois devant nous, mais avec l'espoir, bien évidemment, que l'administration puisse apporter les clarifications nécessaires. Second point, c'est une clarification, alors là, légale, législative, qui nous a été apportée, c'est celle du régime social de la rupture conventionnelle individuelle. Vous savez que ce régime-là a évolué au 1er septembre dernier à la suite de la loi portant réforme des retraites. Alors, dénommée loi portant réforme des retraites, si on en a bon souvenir, en réalité, il s'agissait d'une loi rectificative du financement de la sécurité sociale qui avait apporté toutes les mesures nécessaires à un report de manière progressive de 62 à 64 ans du droit à départ à la retraite, l'équitation avec quelques exceptions sur lesquelles nous avions apporté nos éléments. Restait à savoir, alors ce régime nouveau, c'est la suppression du forfait social pour la rupture conventionnelle et l'instauration d'une contribution spécifique patronale de 30% qui est assise sur la part de la rupture conventionnelle individuelle qui n'est pas soumise à cotisation sociale. Restait la question de savoir comment traiter la situation du salarié qui, au moment de son départ, pouvait justifier de droit à pension de retraite et qui obligeait en réalité, dans ce cadre-là et dans le cadre du régime antérieur, à soumettre à cotisation sociale l'indemnité dès le premier euro. Le législateur a porté ici la solution avec une application pleine et entière du nouveau régime social à ces salariés-là. Et en tout état de cause, il n'y a plus à demander aux salariés de justifier de son droit ou pas à retraite, qu'il soit en situation de pouvoir prétendre à liquidation de ses droits à retraite ou non. C'est un régime unique qui s'applique et le législateur, lui, a apporté l'alignement juridique nécessaire. Autre point, c'est celle de la neutralisation des hausses du SMIC. Alors bien évidemment, nous allons connaître au 1er janvier prochain
comme à l'accoutumée, une hausse du SMIC. Je vous en donnerai la valeur un peu plus tard au cours de cette présentation. Pour rappel, le législateur a souhaité bien évidemment neutraliser les effets de cette hausse au regard des dispositifs exonératoire, parce qu'à chaque fois que j'augmente bien évidemment la valeur du SMIC, j'augmente d'autant plus le plafond d'éligibilité aux réductions de cotisation patronale. Alors, réduction de cotisation patronale à location familiale, puisque ce plafond est fixé à 3,5 fois le SMIC, et pour la cotisation maladie, il est fixé à 2,5 fois le SMIC. Alors, à chaque fois que j'augmente bien évidemment le SMIC, j'augmente ce plafond. Neutralisation de quelle manière? Eh bien, tout simplement par le fait que l'on retiendra à compter du 1er janvier 2024 la valeur du SMIC et le plafond SMIC tel qu'il est arrêté, tel qu'il est connu, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre de cette année, c'est-à-dire 11,52 euros pour le taux horaire multiplié par 151,67 multiplié par 3,5 ou de 5. Donc, de quelle manière les choses se font? Eh bien, la loi prévoit un transfert de la loi vers des dispositions de nature décrétale le soin de fixer ces plafonds-là, donc un décret à venir le précisera. En tout état de cause, ce qui a été également arrêté dans le cadre des discussions du PLFSS, c'est l'instauration d'un plancher égal à 2 SMIC. Alors ce plancher, quel est-il? Si d'aventure, la revalorisation progressive chaque année du SMIC conduit en réalité à dépasser la valeur arrêtée au 31 décembre 2023, en tout état de cause, nous aurons pour plancher ou plafond, tout dépend dans quel sens on aborde le sujet, eh bien, un plancher fixé à 2 fois le SMIC. Voilà ce que prévoit la loi. Enfin, 2,5 fois le SMIC ou 3,5 fois le SMIC, vous comprendrez que nous avons quand même quelques années d'avance devant nous avant de l'atteinte éventuelle du fait de la revalorisation du SMIC de ces plafonds arrêtés au 31 décembre 2023, même si on a des SMIC qui progressent de manière plus ou moins importante et de manière plus ou moins répétitive au cours de l'année. Nous avons quand même connu cette année, au 1er mai, une première revalorisation. Je rappelle également que la RGCP, par contre, conserve sa revalorisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une revalorisation avec une valeur telle qu'elle sera déterminée au 1er janvier 2024. Nous sommes bien évidemment en attente du décret relatif aux valeurs au 31 décembre prochain pour les plafonds d'exonération allocation familiale et maladie. On rappellera que le décret ne peut être publié que postérieurement à la loi ou à la même date au journal officiel, le cas échéant. Avec la chance peut-être que nous avons pour le PLFSS, alors il y a bien un recours devant le Conseil constitutionnel que je vous présenterai dans un instant, mais en tout état de cause, la publication journal officiel se fait assez fréquemment, bien avant le 30 ou 31, puisque ce sont plutôt des dates de fin d'année qui sont consacrées à la publication des lois de finances et non pas des lois de financement de la sécurité sociale. Bon voilà, le sujet en la matière est donc l'introduction du plancher à 2 SMIC. La loi prévoit également une réforme de la contre-visite médicale pour arrêt de travail médical. Alors, qu'est-ce que cette contre-visite médicale? Bien évidemment, la sécurité sociale dispose des moyens, des capacités juridiques pour vérifier la réalité de l'arrêt de travail du salarié. L'employeur en dispose également, sous réserve sine qua non qu'il reste dans l'obligation d'un maintien de salaire légal ou, bien évidemment, conventionnel, et d'aller vérifier, de demander à un médecin contrôleur de vérifier la réalité de l'arrêt de travail. Alors, ce n'est pas un recours fréquent, on n'a pas noté forcément un nombre important d'entreprises qui ont recours à ce contrôle médical, mais les choses peuvent arriver. C'est donc un médecin qui est adressé par l'employeur, à la charge financière de l'employeur, donc il a des structures dédiées qui existent en France, des structures dédiées à ce type d'exercice et de contrôle. Lorsqu'il y a absence de justification de l'arrêt de travail ou impossibilité pour le médecin contrôleur de réaliser le contrôle et de vérifier si l'état de santé du salarié justifie l'arrêt de travail, eh bien, il se doit, ce médecin contrôleur, d'adresser à la CEPAM son constat d'absence de justification ou d'impossibilité de procéder au contrôle dans les 48 heures. Par la suite, la CEPAM dispose, elle, de 2 options. Soit elle ordonne et elle effectue par elle-même un nouvel examen du salarié,
soit elle considère que le rapport du médecin contrôle est suffisamment motivé pour décider de la suspension du versement des IJSS. Et de facto, s'il y a suspension du versement des IJSS, il y aura également suspension du maintien de salaire. Sachant qu'en l'état actuel de la législation, la suspension du versement des IJSS et du maintien de salaire ne vaut que pour la période postérieure au constat établi par le médecin contrôleur. Et uniquement pour cette, et non pas antérieure. Donc le salarié a un arrêt de travail d'un mois, si au bout de 15 jours, le médecin contrôleur établit le constat suivant d'une absence de justification ou alors d'une impossibilité d'effectuer ce contrôle, eh bien, la suspension vaudra à compter du 16 du mois et non pas pour la période antérieure du 1er au 15. Ce qu'apporte le PLFSS, c'est d'abord une extension du délai accordé au médecin contrôleur d'envoi du constat à la CEPAM, puisque ce délai va passer de 48 heures à 72 heures. La transmission se fait toujours s'il y a absence de justification de l'arrêt ou impossibilité, mais également, ajoute la loi, d'absence de justification de la durée de l'arrêt. Vous voyez comme on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le médecin contrôleur pourra dire qu'en réalité, non seulement l'état de santé du salarié, si je reprends l'exemple très simple que je viens de donner, l'état de santé du salarié au 15 du mois ne justifie plus l'arrêt de travail, mais pourrait remettre en cause également la durée antérieure, ce qui pourrait tout simplement dire qu'en réalité, l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 8 du mois, et non plus pour la durée postérieure, et notamment pour cette deuxième semaine, grosso modo, cette deuxième huitaine du 9 au 15. Donc ici, c'est la remise en cause de l'arrêt. Et si l'arrêt est injustifié pour l'un de ces trois motifs, eh bien, on suspend le versement des ISS à la date d'information du salarié. Et si la durée, si c'est l'arrêt qui est injustifié, c'est donc à la date d'information du salarié. Et si c'est la durée qui est injustifiée, suspension du versement des IGSS à la date retenue par le médecin contrôleur. Donc, si le médecin contrôleur considère que l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 8 du mois, alors qu'il contrôle le salarié le 15, eh bien, c'est à compter de cette date, bien évidemment, qu'il y a suspension du versement des IGSS. Et donc, bien évidemment, la capacité ensuite à la CEPAM de réclamer le remboursement des IGSS, et puis, de facto, pour l'employeur ou les employeurs que nous sommes tous, y compris les citoyens de paye, de régulariser la situation du salarié, puisque nous avons déterminé, le cas échéant, des IGSS, un maintien de salaire des IGSS. Alors, on va être prudent sur cette mesure-là et notamment sur ce dernier point, puisque de manière assez coutumière, bien évidemment, le PLFSS et le PLF font l'objet de recours constitutionnels. Cette mesure-là est frappée de recours constitutionnels. Le recours est motivé de la manière suivante, c'est que ici, il viendrait tout simplement en contradiction, estiment ceux qui ont déposé le recours, avec les dispositions de la Constitution qui garantit un droit à la santé du salarié, et de tout citoyen d'ailleurs de manière générale, pas que du salarié. Et le médecin contrôleur, dans la mesure où il est diligenté par l'employeur, ne peut à lui seul éventuellement remettre en cause la durée fixée par le médecin prescripteur. Bon voilà, est-ce que l'action ici commise de remise en cause, de contrôle, puis conclusion de remise en cause de la durée initiale, contrevient au droit à la santé qui est garanti par la Constitution, eh bien, c'est tout l'enjeu du débat et de la décision que devra prendre le Conseil constitutionnel, excusez-moi, et éventuellement, toutes les incidences que j'ai évoquées à l'instant ne seront plus à observer. Eh bien, l'avenir nous le dira, en l'occurrence, et puis encore une fois, hein, c'est toujours également ensuite la proportion des actes ou des demandes d'action de contrôle par l'employeur et donc de l'intervention des médecins contrôleurs. Alors, ils existent, il y a des structures qui se sont créées à cet effet. Par contre, on ne constate pas un recours important du contrôle par l'employeur de la réalité
et de la justification de l'arrêt de travail de son salarié ou de ses salariés. Voilà ce que nous attendons sur ce sujet-là en termes de conformité constitutionnelle. Bon, je ne reviens pas également, alors très rapidement, là je ne les ai pas synthétisés, hein, je les ai laissés volontairement en l'état, que sont les deux mesures qui nous intéressent dans le projet de loi de finances, qui est d'abord bien évidemment le relèvement, excusez-moi, je cherchais le terme, le relèvement du taux plafond pour la fixation du taux versement mobilité pour l'Île-de-France et notamment Paris-la-Petite-Couronne qui passera donc de 2,95 à 3,20. Donc il faut s'attendre effectivement à un relèvement décidé par un certain nombre de communes conformément à la loi. Et puis le principe de déconjugalisation du taux passe puisque à compter du 1er septembre 2025, nous avons encore une année devant nous, il y aura une déconjugalisation automatique et donc le couple concerné éventuellement par cette différence importante de revenus, eh bien, n'aura plus à établir la démarche de déconjugalisation demandée par où la demande serait déposée auprès des services fiscaux concernés. Voilà ce que je voulais dire sur ce PLFSS et PLF. Maïla, je pense qu'il n'y a pas de questions. Non, pas de question, effectivement. Ah si, pardon. Pourra-t-on disposer de cette présentation? Oui, 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 elle vous sera adressée après, après notre rendez-vous et au terme de notre rendez-vous. Tout à fait. Bien, merci Maïla. Je passe donc au point suivant. Cette loi de partage de la valeur, donc une loi qui a transposé hein, dans un cadre législatif un accord entre les partenaires de partage de la valeur qui va concerner essentiellement les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés. Parce que c'est une incitation hein, à la mise en place de la participation qui est voulue ici, avec des modalités de calcul de la participation plus favorables. C'est un dispositif qui est dérogatoire et temporaire. Et s'agissant des entreprises de 11 salariés à moins de 50, celles qui ne sont pas concernées sont celles qui relèvent de la forme juridique d'entreprise individuelle et EIRL, à responsabilité limitée également, hein, donc individuelle, c'est-à-dire statut juridique de commerçant ou forme juridique de société, personne morale EIRL, ou bien les sociétés anonymes à participation ouvrière ayant versé un dividende sur l'année écoulée. Quelles sont les conditions de mise en place? Il faut que le résultat net fiscal soit supérieur d'1% au chiffre d'affaires sur 3 années consécutives. Et on se réfère au chiffre d'affaires. Donc, résultat net fiscal supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur 3 années consécutives. Ce qui, en tout état de cause, déjà établit ici deux conditions, une condition de niveau du résultat du net fiscal et une condition de durée de franchissement. Les modalités de partage de la valeur, nous en avons 4. Si ces conditions sont remplies, l'employeur peut procéder à la mise en place volontaire de la participation d'intéressement. Et comme il s'agit de structures qui généralement n'ont pas en face les personnes juridiquement désignées par la loi pour négocier et conclure des accords collectifs, eh bien, ils peuvent se couvrir d'un accord de branche étendu si bien évidemment lui-même comprend un certain nombre de dispositions relatives à la mise en place de la participation et de l'intéressement. Il peut également mettre en place un dispositif dérogatoire expérimental prévu par la loi qu'un décret à venir va détailler. Et là aussi, nous sommes dépendants de dispositions décrétales. Il pourra également partager, bien évidemment, ce bénéfice par l'attribution de primes de valeur de partage de la valeur, notre fameuse PPV, qui est pérenne maintenant, et également, autre option, alors il peut les multiplier les options, bien évidemment, autre option admise, c'est l'abondement à un plan d'épargne d'entreprise. Alors, je ne vous mets pas la liste, la litanie des plans d'épargne d'entreprise, la PE, PEI, PERCO, PERECO, etc. Tous ceux qui entrent hein, dans ce large portefeuille de plans d'épargne d'entreprise.
C'est une entrée en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025, c'est-à-dire pour les exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025. Donc, dans la mesure où il s'agit des exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025, en réalité, l'acte même de la mise en œuvre d'une des modalités que nous venons de citer se fera qu'en 2026, puisqu'il va nous falloir constater un exercice complet. Pour ces exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2020. Alors en France, nous avons coutume, bien évidemment, d'avoir un exercice fiscal calé sur l'année civile. Maintenant, vous pouvez avoir des structures qui peuvent retenir toute autre période de 12 mois, du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, par exemple. Et dans ce cas-là, ça serait 1er juillet 2025, 30 juin 2026, et bien évidemment, modalité mise en œuvre au cours du second semestre 2026. Dispositif expérimental d'une durée de 5 ans. Donc le gouvernement, qui sera en place à ce moment-là, examinera bien évidemment les effets de cette mesure et en tirera les conclusions qu'il souhaite en tirer, en imaginant qu'il poursuive l'expérimentation, qu'il élargisse, ou qu'il la transforme, ou qu'il la remette en cause. Alors, pour les entreprises qui comptent plus de 50 salariés, ou au moins 50 salariés, beaucoup se sont exprimés ici ou là, au regard des bénéfices exceptionnels qui ont pu être constatés, de la nécessité de faire bénéficier les salariés de ces bénéfices exceptionnels. Alors, il y a eu quelques bénéfices exceptionnels, puisque la période de pandémie que nous avons connue, 2020, fin 2022, grosso modo, pendant 3 ans, n'a pas été n'a pas été une période néfaste pour tout le monde. Alors, certaines entreprises ont pu tirer leur épingle du jeu, c'est le cas. Alors, comment procède-t-on à la distribution de ce bénéfice exceptionnel? Il faut d'abord le définir et déterminer les modalités de partage, et la définition et les modalités de partage doivent être compris dans un accord de participation ou d'intéressement, soit à venir, soit existant. Les critères à prendre en compte pour déterminer et à la fois la définition et à la fois les modalités de partage sont les suivants: secteur d'activité dans lesquels exerce l'entreprise, la taille de l'entreprise, le bénéfice des exercices précédents, les événements exceptionnels externes survenus avant la réalisation du bénéfice, un que je viens de citer par exemple, et les opérations de rachat d'actions d'entreprise suivies de leur annulation. Il y a quelques éléments complémentaires. C'est assez technique. Ça, c'est plutôt l'entreprise qui en connaît le sujet, et notamment les directions générales ou directions financières. Alors, ce sont les entreprises effectivement de 50 salariés, sauf si elles ont déjà pris en compte la distribution de bénéfices exceptionnels dans un accord de participation ou d'intéressement en cours, pourquoi pas, ou alors que leur formule de calcul dans l'accord de participation soit plus favorable aux salariés que la distribution tirée du simple calcul de la formule légale. Voilà. Donc j'ai pu émettre effectivement une formule de calcul de la participation dans le accord de participation qui aboutit au versement d'un montant plus favorable aux salariés. Donc dans ce cas-là, je ne suis pas concerné par ces dispositions relatives à la loi de partage de la valeur. Les négociations doivent être engagées en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2024, ce qui signifie que là, les entreprises vont avoir 6 mois pour s'engager dans la mesure. Alors, si elles ont déjà pris en considération et l'accord et les débats et bien évidemment la publication de la loi fin novembre, je pense qu'au sein d'un certain nombre de directions des ressources humaines, le projet est déjà acté. J'ai une question, me semble-t-il. Je vais y répondre dans un instant, madame. Ou monsieur, excusez-moi, je ne sais qui a posé la question. Monsieur. C'est monsieur, merci Maïla. Alors, modalité de partage, on retrouve un peu ce que nous avions précédemment. Plusieurs modalités possibles. Versement d'un supplément de participation d'intéressement. C'est une forme de partage du bénéfice exceptionnel. Ouverture d'une nouvelle négociation pour la mise en place de l'intéressement s'il est inexistant. Et on retrouve également
là, deux modalités que nous avons évoquées précédemment, abondement à un plan d'épargne salariale ou versement d'une prime de partage de la valeur. Voilà les 4 possibilités de redistribution de ce bénéfice exceptionnel admis par la loi. Alors, on en vient aux questions. Alors, il y avait une première question sur La PPV. le net fiscal, c'est ça? Le résultat net fiscal. Attends. Ah oui, effectivement. Qu'en est-il de la PPV pour les associations, fondations et syndicats où on ne raisonne pas en résultat net fiscal, pardon. Eh ben, il n'y a pas de net fiscal. Donc, s'il n'y a pas, là, en l'occurrence, elles ne sont pas concernées. Et Et qu'en d'abord, d'autant plus que les associations n'ont pas de bénéfices à réaliser, hein. Mmh. Elles sont créées à but non lucratif. Si vous commencez à redistribuer des bénéfices exceptionnels aux membres de l'association, attention à la requalification par l'administration fiscale, hein. Donc l'objet d'une association, d'une fondation, c'est pas de faire des bénéfices, c'est de recueillir des fonds pour son fonctionnement, bien évidemment déjà, parce que c'est nécessaire, et pour l'objet même de l'association, de la fondation. Et l'autre question, c'était Maïla? C'était qu'en est-il pour les associations? Il y avait une question sur le net fiscal, me semble-t-il, ou elle a été supprimée sans doute. Ah, bah, je l'ai pas vu. D'accord, ok, très bien. Merci, merci Maïla. Voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre sans en venir à la question du statut des télétravailleurs transfrontaliers, qui est le télétravail, mais ça pour diverses raisons. Faut-il le poursuivre, le réduire, le maintenir, objet d'attractivité, hein, bien évidemment, quand on veut et à la fois convaincre qu'on est la meilleure des entreprises, s'il faut y postuler et retenir des talents. Puis après, il y a là, bien évidemment, tout ce que l'on peut considérer en termes de télétravail. À l'échelon européen, un accord cadre multinational du 30 juin 2023 qui vient fixer le régime social des rémunérations versées et donc en réalité de la protection sociale, la loi venant protéger le salarié lorsque le salarié est un télétravailleur transfrontalier. Alors à ce jour, en application de la réglementation actuelle, on considère, sans s'attacher au statut de télétravailleur, qu'on est dans une situation de télétravail simultané dans plusieurs États. Qu'en est-il? Eh bien, on a l'application de la législation de sécurité sociale de l'état de résidence si l'activité du salarié est au moins égale à 25%, sachant que les critères d'appréciation d'une activité au moins égale à 25% sont multiples. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la durée, etc. Enfin, la durée d'activité dans un des États membres, etc. Le temps de travail. À défaut, on a l'application de la législation de sécurité sociale du pays de l'employeur. L'accord cadre du 30 juin 2023 vise spécifiquement le statut de télétravailleur. Bah, bien évidemment, ça s'est multiplié et démultiplié, hein, ces statuts de télétravailleur, et pas uniquement en France, y compris dans des pays voisins, et qui sont maintenus dans des statuts de télétravailleurs de manière plus ou moins régulière. Que nous dit l'accord cadre? Il nous dit la chose suivante, c'est que lorsque la durée de travail du salarié est inférieure à 25% en télétravail, eh bien, il est rattaché à la législation de sécurité sociale du pays de l'employeur. Et ici, par contre, dans l'accord cadre du 30 juin 2023, on appréciera ses limites, le franchissement de ses limites, uniquement sur la durée. 25% ramené sur une année. On va le voir dans un instant. Application de la législation. Alors, le deuxième tiré vise les situations où le salarié travaille entre 25 et 50% sur son lieu de résidence. Application dans ce cas-là de la sécurité sociale du lieu de résidence, quand je suis entre 25 et 50%, ou sur demande, à la législation de l'état d'implantation de l'employeur. Et cette demande et ce rattachement à la législation de l'état d'implantation de l'employeur vaut pour une durée limite de 3 ans. Enfin, on a des situations où le salarié
travaille au moins 25% dans son pays de résidence, eh bien, ici, il sera rattaché au régime de sécurité sociale du pays de résidence. En l'occurrence, si c'est un Français qui travaille de temps en temps pour une entreprise belge, luxembourgeoise, hein, c'est généralement les exemples les plus fréquemment usités, et bien évidemment, s'il a 25% au moins de télétravail en France, il va être rattaché à la sécurité sociale française. Et on n'examine pas, on parle bien de télétravail transfrontalier, on n'examine pas le critère de travailleur frontalier. Vous savez que le critère de travailleur frontalier, c'est également le lieu d'activité dans une certaine limite de distance par rapport à la frontière. Généralement 10 km, ça peut être 20 ou 25 dans d'autres accords. Ce critère-là n'est pas retenu. On examine uniquement le critère de durée de travail de télétravail dans le pays de résidence. L'administration est venue préciser en tous les cas les modalités d'expression de la demande pour un rattachement à la législation du pays de l'employeur, d'implantation de l'employeur. Demande admise dans les conditions suivantes. Il faut impérativement qu'il s'agisse du statut de salarié. Et donc, ça signifie qu'en tout état de cause, même si j'ai un régime de dirigeant d'entreprise, de mandataire qui pourrait me rattacher au régime général, je l'exclus. C'est forcément un salarié, donc un contrat de travail. Activité unique sur le territoire des deux États. Donc ici, je ne peux pas travailler sur une région géographique multi-État ou de pluralité d'États. Il n'y en a que deux. J'ai celui de l'employeur et celui de mon lieu de résidence, pas plus. Et situation de télétravail transfrontalier habituelle. Et de manière habituelle, le salarié fait 1, 2, 3 jours ou une semaine ou 2 semaines sur un mois de télétravail, bien évidemment, dans son lieu de pays de résidence. La formalisation de l'accord de télétravail entre l'employeur et le salarié. Alors, bien évidemment, quand on parle d'accord individuel, donc typiquement soit déjà inscrit dans le contrat de travail, soit par avenant. Seuil de 50 salariés apprécié uniquement sur le temps de travail et sur 12 mois, mais pour les autres seuils également, c'est ce qu'on va examiner. Et demande d'application de l'accord cadre multilatéral, pas d'application automatique du dispositif. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va demander expressément à l'organisme compétent, donc à la sécurité sociale française, le cas échéant, ou leur équivalent dans les États voisins, de pouvoir appliquer les dispositions qu'on vient d'énoncer. On ne peut pas, de facto, sans en avoir fait la demande, considérer que le bulletin de paie doit être établi comme si le salarié, bien évidemment, avait donné son accord ou que l'employeur et le salarié s'étaient mis d'accord. Il faut expressément en faire la demande auprès de l'organisme de sécurité sociale. Maïla, autre question sur ce point-là peut-être? Non, pas de question. Merci. Alors, un point d'actualité sur l'utilisation des titres au restaurant, mais je pense que vous avez deviné la raison pour laquelle j'ai souhaité aborder ce sujet. On rappellera que le titre restaurant est un titre personnel et qu'il doit être utilisé uniquement par le salarié qui en est bénéficiaire et par aucune autre personne. Il ne peut être utilisé qu'au cours des seuls jours ouvrables, c'est-à-dire qu'on en exclut les dimanches et jours fériés, sauf si, bien évidemment, le salarié est amené à travailler durant l'un de ces jours ou ces jours-là. Et dans ce cas-là, le titre restaurant doit porter une mention spécifique d'utilisation possible les dimanches et jours fériés si le salarié, bien évidemment, est amené à travailler ces jours-là. Le montant d'utilisation n'a pas été modifié à ce jour, il reste limité à 25 € et en tout état de cause, il doit y avoir impérativement, au cours de la journée de travail, la présence d'une période de pause repas. S'il n'y a pas de moment de pause repas, il ne peut pas y avoir d'attribution pour le jour considéré, bien évidemment,
de titres restaurants. Cela peut remettre en cause un certain nombre de titres restaurants qui ont pu être distribués par l'employeur et donc par de facto leur propre régime social et fiscal. Alors, une fois rappelées ces conditions premières, quel type de consommation est ouverte à l'utilisation des titres restaurants? D'abord, effectivement, prendre son repas dans un restaurant, par principe. On peut également acquérir des préparations alimentaires directement consommables à réchauffer ou à décongeler. Ce peut être l'achat également de fruits et légumes directement consommables ou non. Et puis, depuis la loi de finances rectificative de 2022, de juillet 2022, la possibilité, on est un peu dans la continuité bien évidemment des mesures très exceptionnelles prises au cours de la période du Covid, eh bien on peut procéder à l'achat de tout produit alimentaire, directement consommable ou non, nous dit-on, mais l'option est ouverte jusqu'au 31 décembre 2023. Et avez-vous noté, sans doute, qu'un certain nombre d'acteurs sociaux notamment ont vite émis le souhait et la volonté de convaincre le gouvernement de proroger cette possibilité d'achat de tout produit alimentaire. Alors, prorogation a été actée. Et alors, par les deux chambres, parce que vous avez là l'image, effectivement. Alors, c'est une proposition de loi, non pas un projet de loi. Une proposition, c'est-à-dire qu'elle émane d'un parlementaire. Bon, en l'occurrence, d'un député ou d'une députée. Actée en première lecture par l'Assemblée nationale, sachant que le texte n'est pas long, il comporte un article. Bon, voilà. Et que la mesure a été actée également par l'autre chambre parlementaire, qui est le Sénat, en commission des affaires sociales du Sénat. Donc, soyons assurés que bien évidemment, elle sera définitivement adoptée, définitivement promulguée, permettant de la sorte de continuer pour l'année 2024, de pouvoir utiliser les titres restaurants, y compris pour l'achat de tout produit alimentaire directement consommable. Non. Alors, et la question se reposera à nouveau dans un an, et à ce moment-là, nous connaîtrons de l'éventuelle prorogation ou de la fin, bien évidemment, de la possibilité. En ayant toujours à l'esprit que, bien évidemment, pour nous, au nom de restaurateurs, c'était une opposition à cette prorogation parce que eux perdent la capacité éventuellement pour le ou la salariée d'utiliser son titre restaurant dans un restaurant et non pour l'achat de produits alimentaires. Maëla, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Merci Maëla. Quelques informations complémentaires. Alors, vous les avez toutes ici. Hein. Cotisation AGS. Alors, l'AGS, l'assurance garantie des salaires, qui est cet organisme qui intervient en cas de défaillance dans le paiement des salaires par l'employeur, c'est financé par une contribution patronale. Elle va passer de 0,15 à 0,20% au 1er janvier prochain. Le pass Navigo va également augmenter de 2,30 € en passant pour le tarif mensuel de 84,10 € à 86,40 €. Le texte portant la revalorisation du SMIC n'est toujours pas publié au journal officiel. Par contre, ceux qui en ont l'étude, notamment la commission de négociation collective au sein du ministère du Travail, a donné son orientation au regard des éléments économiques et des chiffres économiques des 12 derniers mois. On devrait avoir une hausse de 20 centimes. Le taux devrait passer de 11,52 € à 11,72 €. Voilà. Avec tous les effets de bord qu'il y a lieu d'avoir, hein, et pas uniquement pour les salariés qui sont rémunérés au SMIC. Donc une hausse qui sera retenue d'ores et déjà, y compris dans l'implémentation du système d'information, parce que ça n'a jamais été remis en cause. La seule remise en cause qu'il peut y avoir, c'est la volonté du gouvernement éventuellement de donner ce coup de pouce. On sait que la majorité actuelle n'en est pas friande parce que de mémoire, elle ne l'a jamais mis en place, ce coup de pouce. Nos fameux congés payés, alors on a débattu au mois d'octobre de la décision de la Cour de cassation du 13 septembre. On a débattu le mois dernier de la décision de la Cour de cassation du 9 novembre sur le report. La première portait plutôt sur l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie.
Le constat a été fait, hein, bien évidemment, de ce que notre législation nationale n'est pas en conformité avec la réglementation européenne. Les magistrats de cette haute juridiction tirent les conclusions de la nécessité d'une application stricte de la réglementation européenne, et bien évidemment de la nécessité également des pouvoirs publics de procéder à la transposition du droit européen, et donc de cette directive de novembre 2003 dans la législation nationale. La chose a été annoncée par la Première ministre, mais elle nous dit également une chose intéressante, parce qu'elle ajoute qu'il n'y aura pas de transposition du droit européen. Excusez-moi, il y aura transposition, mais il n'y aura pas surtransposition, excusez-moi, du droit européen. Alors, que faut-il comprendre par surtransposition? Premier réflexe que l'on a, est-ce que l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt de maladie du salarié ou pour une période supérieure à 1 an en cas d'ATMP lui permettra ou non d'acquérir également la 5e semaine? En clair, cette règle vaudra-t-elle pour la 5e semaine ou uniquement pour les 4 premières, sachant que la directive européenne de 2003 garantit un droit minimal aux salariés de congés payés de 4 semaines. Donc, faut-il s'aligner sur cette durée minimale européenne ou est-ce qu'il y a lieu en réalité d'appliquer l'acquisition en arrêt maladie ou AT1P du plus d'une heure, y compris pour les droits supplémentaires, en premier lieu la 5e semaine, et en deuxième lieu un certain nombre de droits conventionnels, je pense à l'acquisition de droits congés payés pour ancienneté. Ça, c'est toute l'interrogation que l'on doit avoir. Qu'en est-il de la prescription également? Alors, à titre personnel, j'y répondrai de la manière suivante. Je suis plutôt d'avis, on verra bien le texte, hein, bien évidemment, je suis plutôt d'avis, comme d'autres analystes, de ce qu'en réalité, il doit y avoir une transposition pleine et entière, c'est-à-dire y compris pour l'acquisition de la 5e semaine et des droits conventionnels, d'une part. Si d'aventure le texte limitait ces acquisitions aux 4 premières semaines, alors on serait légitimé à s'interroger sur la position des juges, puisque, pour rappel, la position des juges a été de sanctionner le droit national au profit du droit européen. Est-ce que là encore, y compris pour le texte futur, ne viendrait-il pas sanctionner à nouveau la réforme voulue et adoptée par le Parlement au profit d'une application pleine et entière du droit européen, c'est-à-dire que considérer que les 4 semaines fixées par la directive de 2003 ne constituent qu'une durée minimale et que rien ne s'oppose, c'est une réalité, à ce que les durées prévues par la législation nationale soient plus bonnes. D'ailleurs, c'est assez simple, hein, la 5e semaine en France, c'est 82, et la directive européenne, c'est 2003. Ouais, il y a 21 ans d'écart, et donc, on pourrait tout à fait imaginer. Vient ensuite la question de la prescription, je suis encore plus gêné, parce que si l'on devait limiter la période de rappel à 2 ans, éventuellement, ou s'aligner sur ce qui devrait être plutôt un rappel de salaire en la matière, parce que les congés payés constituent des salaires sur une prescription triennale, alors si on est sur une prescription triennale, on est sur du droit commun. Certains imaginent qu'on pourrait même aller jusqu'à 5 ans et sortir l'indemnité de congés payés de la prescription, du périmètre de la prescription triennale. Ça peut encore se débattre. Mais si on la limite à 2 ans, vous comprenez la difficulté, c'est que vous aurez des salariés qui auront engagé dans une procédure admise par les juges pour une prescription supérieure à 2 ans, et ils auront eu gain de cause. Et pour les futurs salariés qui seraient dans la même procédure judiciaire, on leur dira absolument pas, on mettra le veto parce que la loi prévoit 2 ans. Et il y aura une inégalité de traitement selon que vous ayez engagé la procédure avant cette réforme ou postérieurement à cette réforme. Bon, on verra ce qu'il en a. Bref, je crains que, en espérant que je commets erreur au moment où je m'exprime, mais je crains que, y compris dans la réforme à venir, il y ait encore quelques sujets et débats en la matière. Et dernier point, assurance chômage. Alors,
avant d'en venir à la suspension de la convention, on notera la transformation de la dénomination, hein. On passe de Pôle emploi à France Travail. Alors, on a connu pour peut-être les plus anciens ACDIC et ANPE, qui étaient deux organes distincts dans leur objet, hein. La CDIC, c'était la gestion de l'indemnisation du salarié, et l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, l'accompagnement du salarié à retrouver un nouvel emploi, qu'on a fait fusionner, qu'on a confié à un seul organisme, Pôle emploi, et cet organisme-là perd son nom au profit de France Travail. On n'a pas noté rapidement de modification immédiate sur les livrables des éditeurs de paye. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Et sur le bulletin de paye, on a plutôt assurance chômage que Pôle emploi. Enfin, ceux pour lesquels des bulletins de paye mentionnent Pôle emploi, ben, il faudra une évolution, bien évidemment, de leur système d'information. Convention assurance chômage. Alors, les partenaires sociaux ont abouti le 9 novembre dernier à la conclusion d'une nouvelle convention d'assurance chômage. Vous savez que le régime d'assurance chômage est confié aux partenaires sociaux par délégation, nous dit la loi. Donc, c'est le gouvernement qui doit en avoir la charge, mais qui délègue aux partenaires sociaux. Il y avait très, très, très longtemps, certains imaginaient même étatiser le régime d'assurance chômage. Quand il y a une convention, il y a nécessité d'agrément par le gouvernement. Il y a trois types d'arrêtés quand on a une convention: l'arrêté d'extension, l'arrêté d'élargissement, et le troisième, c'est l'arrêté d'agrément. L'arrêté d'agrément est pris lorsqu'une convention conclue entre partenaires sociaux l'est sur un thème qui engage les deniers de l'État. Et vous savez que l'assurance chômage est en partie, y compris, financée par l'État, et il agrée ou non, bien évidemment, la convention. Pour l'instant, il y a suspension, hein, nous dit la Première ministre également. Il y a suspension, il n'y a pas rejet de l'agrément, mais tout cela en attente d'un accord sur l'emploi des seniors, puisque vous savez que la convention, nous l'avons abordée le mois dernier, la convention remet en cause, à partir d'un certain âge, la règle de dégressivité du versement des ARE, des allocations de recherche d'emploi. Le gouvernement est opposé également à la réduction du taux voulu par les partenaires sociaux et admis, conclu par les partenaires sociaux, de la contribution patronale de 4,05 à 4. Le gouvernement estime qu'en contrepartie, cet effort de réduction du financement du régime d'assurance chômage n'est pas accompagné des mesures d'économie à même hauteur. Donc, considère qu'il y a au contraire, pour l'équilibre financier du régime, nécessité de maintenir la contribution patronale à 4,05%. Alors, comment les choses vont se faire? Eh bien, en réalité, le gouvernement prendra par décret à venir la décision de prolonger les règles actuelles. Elles devraient être prolongées jusqu'au 30 juin prochain, le temps, bien évidemment, de l'accord à venir des partenaires sociaux sur l'emploi des seniors. Les négociations sont déjà engagées, et donc la conclusion, alors conclusion peut-être pas avant la fin de l'année de l'accord, hein, mais plutôt en début d'année prochaine, et d'en tirer toutes les conclusions nécessaires pour le gouvernement, et de permettre, dès lors que la convention sera adaptée à ce titre, eh bien, d'émettre l'arrêté d'agrément. Des questions, Maëla, sur les points que nous venons d'aborder, avant que je ne passe au chapitre jurisprudence? Alors oui, il y a 2 questions. Est-ce que quelque chose a été décidé pour la rétroactivité à 2 ans? Et est-ce que la rétroactivité a été actée? La rétroactivité pour les congés payés, sans doute? Ouais, Non, rien n'a été acté à ce jour. La loi à venir le dira. Voilà, donc c'est probablement la chose. Ce que nous savons, c'est que alors, je vais revenir un instant sur le sujet. Ce que nous savons, c'est que l'administration, la direction générale du travail notamment, a conduit une étude sur l'impact financier pour les entreprises, d'une part. Alors, peut-être effectivement que les décisions, et notamment cette durée, cette rétroactivité, sera prise à la lumière de l'impact financier, possiblement. Je rappelle néanmoins que vous avez en Europe des États qui, dans leur législation propre, ont déjà prévu, ou en tous les cas maintiennent l'acquisition des congés payés sans limite de durée en cas d'arrêt maladie
ou en cas d'ATMP, et sans limite de durée. C'est l'exemple de l'Espagne, et un autre exemple qui est assez intéressant aussi, c'est l'exemple du Royaume-Uni. Et cette législation du Royaume-Uni est bien antérieure à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit. Vous voyez que, en réalité, si on regarde une question de concurrence et de compétitivité, je dis bien à l'échelon européen, je ne vais pas au-delà. À l'échelon européen, vous avez déjà des États. Vous en avez d'autres qui permettent l'acquisition des congés payés pour ces salariés-là pour une durée limitée dans le temps. Vous avez 9 mois ou 12 mois, la Belgique et la Finlande de mémoire. Mais qui seront peut-être également sous la pression de la jurisprudence des CJUE et de leur propre juridiction, peut-être dans l'obligation de revoir cette durée d'acquisition. Mais pour l'instant, la rétroactivité à 2 ans n'est pas définitivement actée. On examinera bien évidemment très rapidement le texte qui sera adopté en Conseil des ministres pour connaître bien évidemment des modalités de transposition qui seront présentées au Parlement, excusez-moi, pour adoption législative. Autre question, Maïla, tu m'as dit qu'il y avait 2 questions. Bah, c'est tout, j'ai lu les 2 d'un coup. D'accord. Ok, merci Maïla. Alors, un point de jurisprudence, il y a une décision que je souhaitais partager avec vous parce qu'elle a son importance. C'est l'emploi d'un salarié étranger. Alors, c'est une gestion administrative assez lourde. D'abord, d'une part, le salarié qu'on souhaite recruter doit pouvoir disposer d'un titre de séjour l'autorisant au travail. C'est que les titres de séjour, par contre, ils sont limités pour des étudiants, par exemple, ou pour sans doute du travail, mais de manière très limitée. Cette règle vaut pour les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, et les étrangers ressortissants d'un État membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. Alors, vous allez me dire quel est ce dernier point. Vous savez que quand un nouvel État devient membre de l'Union européenne, il a une période dite transitoire, au cours de laquelle il va adapter bien évidemment sa législation, si ce n'est peut-être qu'il a déjà engagé antérieurement, et de mise en conformité, bien évidemment, de sa gestion administrative de l'emploi de salariés étrangers. Et donc, tant qu'on est dans cette période transitoire, on peut et on doit d'ailleurs vérifier le titre de séjour de ce salarié étranger pour le pays nouvellement membre de l'Union européenne. Lorsque le salarié est dépourvu de ce titre de séjour qui l'autorise à travailler, je ne vous ai pas mis volontairement la litanie des sanctions, elles sont importantes. Je vise uniquement les sanctions pénales, il y a des sanctions administratives que je pourrais vous citer d'ailleurs. Je vais vous en citer une d'ailleurs en matière de réduction de charges. Personne physique, la personne physique est exposée à une amende de 15 000 euros et à un risque d'emprisonnement de 5 ans. Et la personne morale est, elle, exposée à une sanction pénale d'une amende de 75 000 euros. Le salarié qui dispose bien d'un acte, d'un titre de séjour lui permettant de travailler, dont la date ultime d'expiration approche, doit procéder à la demande de renouvellement de l'acte dans les 2 mois qui précèdent l'expiration et lui est alors délivré un récépissé qui lui permet de poursuivre son activité pendant une période de 3 mois en attendant, bien évidemment, que les autorités administratives, et en l'occurrence la préfecture, les autorités préfecturales, puissent instruire son dossier et lui attribuer, bien évidemment, une nouvelle autorisation de travail. Comment je gère un salarié qui n'a pas procédé à sa demande de renouvellement? Eh bien, la loi est assez claire. Hein. S'il n'a pas procédé à sa demande de renouvellement, ça veut dire qu'il ne dispose pas du récépissé lui octroyant la possibilité de poursuivre l'activité pendant 3 mois. Il y a rupture immédiate du contrat de travail. Et les juges nous disent que cette rupture du contrat de travail est justifiée du seul fait que l'autorisation de travail soit arrivée à sa date d'expiration. Tout simplement. L'expiration de l'autorisation de travail
sans pouvoir justifier du récépissé, acte la rupture du contrat de travail et se justifie par ce même biais. Quelles sont les conséquences en paye? La première, il faut toujours l'avoir à l'esprit, c'est que l'employeur est redevable lorsqu'il a pu occuper un salarié non pourvu de cette autorisation de travail, c'est qu'il est exposé à une indemnité forfaitaire de 3 mois. Alors c'est assez étrange parce que, et me dire, c'est le salarié qui, dans l'absence d'engagement de la procédure de renouvellement, pourrait être considéré comme fautif. Si l'employeur a continué à l'occuper, la sanction pour l'employeur, ben, il les risques pénaux, puis il risque également, en termes d'indemnité forfaitaire, de 3 mois, plus d'indemnité, une indemnisation supplémentaire si le salarié saisit le juge compétent et fait la dénonciation de l'existence d'un préjudice. Voilà. Et encore une fois là, je ne m'étends pas sur l'ensemble des autres sanctions administratives. Il y en a une en paye, bien évidemment, qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que on examinera les conditions de travail du salarié qu'on a occupé sans autorisation de travail, et les conditions de travail, et des conditions de rémunération. On va pénalement rétablir le salarié dans ses droits, notamment en matière de rémunération, s'il n'a pas été rémunéré à juste titre, et conformément à ce que prévoit la loi, et conformément à ce que prévoit la convention collective, le cas échéant. Pour autant, l'employeur ne pourra pas solliciter et mettre en œuvre tous les dispositifs exonératoires, même s'il est éligible en temps normal à ces dispositifs exonératoires. C'est-à-dire que la réduction générale de cotisation patronale, RGCP, ne pourra pas être demandée pour la période afférente à la rémunération, par être concernée par ces rémunérations qui sont rétablies, en aucune manière. Donc ça, c'est une des autres conséquences. Je rappelle également que, alors là, on vise, bien évidemment, parce que vous êtes un certain nombre, à nous dire ce qu'il en advient de l'absence d'autorisation de travail. Donc, on vous répond à la question et, bien évidemment, nous engageons à établir le bulletin de paye portant, alors ça peut être le STC ou un bulletin de paye postérieur, portant le versement de cette indemnité forfaitaire parce qu'elle est absolument due. Je rappelle également que, au titre du dernier rapport, un peu plus précis, parce que celui du 2021 était plus précis que 2022, mais celui du 2022 est du même acabit. Les 3 premiers motifs dans l'ordre d'importance de redressement des assiettes de cotisation sont 1. Premier, travail illicite. Ça, par contre, quand il n'est pas dans le système d'information, on ne peut pas savoir si le salarié est présent ou pas. 2, la question des frais professionnels. Et on ne peut qu'enregistrer, en tous les cas dans le système d'information, la nature des sommes versées, frais professionnels, et leur montant. Mais s'il apparaît ensuite lors d'un contrôle qu'en réalité qu'il s'agissait d'une rémunération déguisée, bien évidemment, on rétablira les choses. Et 3, c'est la RGCP, la Région générale de cotisation patronale. Bon. Et donc le premier motif, c'est le travail illicite. Donc soyons extrêmement vigilants sur, notamment, parce que quand vous l'avez sous les mains, la gestion, bien évidemment, de l'autorisation de travail et sa date d'expiration. Donc il faut l'avoir quelque part dans le système d'information ou le noter quelque part et puis rappeler à vos collaborateurs et collaboratrices de nationalité étrangère qui exercent leur activité chez vous conformément à la loi, c'est-à-dire en détenant cette autorisation, de procéder à son renouvellement pour éviter bien évidemment que l'on soit en difficulté par la suite. Parce que si on poursuit, c'est extrêmement délicat après, extrêmement délicat. Voilà, et je vous ai dit, l'un des premiers contrôles opérés, effectués, c'est sur le travail illicite. Maëla, des questions sur ce sujet? Oui. Oui. Que faire lorsque le salarié a fait sa demande, mais qu'il y a un délai entre la date d'expiration de son titre et le rendez-vous de remise du nouveau document? Nous avons un cas d'espèce avec une attente d'1 mois. Alors, il y a 2 choses. Ça veut dire que s'il a fait la demande de renouvellement, en tout état de cause, on lui a remis un récépissé pour permettre la prolongation de son activité pendant 3 mois. Mmh. Donc, il peut déjà justifier de son droit à travailler et vous êtes couvert par ce récépissé. Donc, prolongation de 3 mois. Si effectivement, entre la date où il a reçu le récépissé
et la remise du document, on lui signifie que le délai est d'1 mois, en tous les cas, ce délai d'1 mois est bien compris dans cette période de 3 mois. Donc, je pense qu'on est couvert, sauf si vous m'indiquez qu'en réalité, on lui remet le document définitif 1 mois après l'expiration du délai de 3 mois. Il y a une Ben, précision qui dit: «Il n'a pas eu de nouveau récépissé, il avait un récépissé». oui, il a eu un récépissé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le délai de remise du document définitif est postérieur au terme du récépissé? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, si c'est le cas, madame, il faut arrêter le contrat de travail. Voilà, Ah il oui, faut voilà, arrêter. le délai du Voilà. récépissé est expiré. OK. D'accord, alors, très bien. Merci pour la précision, madame. Il faut arrêter la relation de travail, impérativement. Vous êtes en faute. Il faut être extrêmement précis, rigoureux et s'en tenir au délai. Et quitte à bien évidemment revenir et recruter le salarié par la suite, une fois qu'il disposera bien évidemment des autorisations administratives. Mais tant qu'il n'a pas, soit par validité du document originel, c'est-à-dire l'autorisation de travail, son titre de séjour, soit par la couverture de la durée du récépissé, ben bien évidemment, vous devez impérativement arrêter la relation de travail. Les sanctions sont importantes. Autre question peut-être, Maïla? Non, juste des remerciements. Merci, merci, merci. Mais écoutez, moi, je suis arrivé au terme de notre présentation, de notre rendez-vous. Je me permets de vous rappeler que SD-Works dispose depuis le début de l'année de la certification Qualiopi, qu'à ce titre-là, bien évidemment, dispensons un certain nombre de formations auxquelles certains d'entre vous ont déjà participé, et un grand remerciement en tous les cas pour les notes finales d'évaluation qui nous ont été adressées, et recevoir 5 sur 5 sur l'ensemble des items du formulaire d'évaluation, c'est vraiment très gratifiant. Nous en remercions énormément, beaucoup. On espère vous retrouver prochainement. Que vous pouvez bien évidemment vous inscrire toujours par le biais de cette page internet dont vous avez le lien www.sdworks.fr/fr-du6fr/formation au pluriel, et que vous pouvez prendre connaissance de tous les détails ou compléments d'information en nous écrivant à l'adresse que vous avez électronique que vous avez également, taxandlegal-fr@sdworks.com, et nous serons très très heureux bien évidemment de pouvoir vous répondre. Sachez que les thématiques sont encore il y a de nouvelles thématiques tout simplement, et le catalogue est encore complété par de nouvelles thématiques, et que vous les aurez dans les prochains jours, de telle sorte que vous disposerez pour tout le prochain semestre d'un catalogue complet, aussi complet que possible. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous, bien évidemment, pour tout complément d'information, euh, en l'occurrence sur ces formations, et nous avons toujours notre prestation sociale RH pour tout abonnement relatif à des demandes d'informations juridiques. Voilà, donc il y avait cette première page, cette seconde page que je vous avais déjà présentée le mois dernier. Visitez, voilà, la visite ne coûte rien, ne vous engage à rien. Visitez déjà la page, et n'hésitez pas à nous solliciter pour des compléments d'information. Là aussi, ça ne vous engage à rien. Voilà, Maïla, je pense qu'il n'y a pas d'autres A questions. priori, c'est tout. Ouais, a priori, D'accord. c'est tout. Je ne m'attarde pas sur la page des prochains webinaires qui n'est pas très à jour parce qu'il manque celle du mois de janvier. Voilà, donc on a bien le 8 décembre, et celle du mois de janvier est manquante, sauf si tu l'as sous les yeux, Maïla, on peut la rappeler. Attends, hop, désolée. C'est Elle- le 12 janvier. Ouais, 12 janvier, vendredi 12 janvier. Voilà, vendredi 12 janvier, merci Maïla. Donc, notez nos deux prochains rendez-vous, vendredi 12 janvier à 9h30, vendredi 9 février à 9h30. Je vous remercie grandement de votre participation, de votre assiduité à ces rendez-vous. Je vous souhaite bon courage pour les travaux de fin d'année. Je sais qu'ils sont nombreux et assez chronophages. Et puis, je vous souhaite, en toute état de cause, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis avoir déjà le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Merci Maïla pour ton accompagnement. Merci, bonne journée à tous.
Merci, au revoir, bonne continuation.